Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous vous retrouvons en cette journée du lundi 4 novembre 2019. Eh oui, Uriel Enyang, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM, bonjour comme d'habitude à tous les Togolais qui nous écoutent de par le monde. Je ne sais pas si vous y prêtez attention, mais nous sommes déjà dans le 11e mois de l'année 2019 et nous en sommes déjà au 4e jour. Oui, c'est un mois qui particulièrement me marque, m'a toujours marqué parce que je suis né en novembre et puis j'ai perdu mon papa le 4 novembre, donc c'est un mois qui est très cher pour moi. L'année finie aussi, on doit faire beaucoup attention pour que notre vie continue. Eh bien, l'année 2019 tire déjà inexorablement à la fin. L'heure déjà de commencer à esquisser le bilan. Et pour ceux qui sont encore parents de jeunes enfants, déjà commencer à penser à la fête de la Noël et aux fêtes de fin d'année, Uriel. Oui, bon, souvent, nous les parents, on se cache derrière... Surtout les jeunes parents. Les jeunes parents, j'en fais partie, donc nous nous cachons derrière cette fête pour dire que c'est la fête des enfants, donc nous préparons tout pour les enfants, sauf nous. C'est l'opportunité d'y penser, de commencer très vite. Merci à la technique aujourd'hui, Michel Koko Vitogbe Tomega, que nous retrouvons à la console pendant que Don Piero Gado Suleiman enregistre l'émission aussi bien en son qu'en image. En entendant les confrères qui vont arriver incessamment, la pensée du jour que nous tirons de l'œuvre de ce révolutionnaire argentin qui s'est beaucoup investi dans la révolution. Dans toute l'Amérique latine, vous avez deviné Ernesto Che Guevara qui a écrit, citation, « Tous les jours, il faut lutter pour que l'amour de l'humanité vivante se transforme en gestes concrets, en gestes qui servent d'exemple et qui mobilisent. » Encore une fois, Che Guevara, qui a beaucoup bercé nos années d'adolescence et de jeunesse, qui a écrit que tous les jours, il faut lutter pour que l'amour de l'humanité vivante se transforme en gestes concrets, en gestes qui servent d'exemple et qui mobilisent. Malheureusement, Uriel et Nyang, nous allons ouvrir une page de nécrologie, fin de parcours. Je ne sais pas si vous le connaissiez, il s'appelait El Hadj Mossi Yamba Ali Seydou. Il a été député à l'Assemblée unicolore RPT en son temps, en 1985. Et il a été le préfet de Tone de 2008 jusqu'à 2014. Il vient d'être fraîchement nommé président du comité des sages unis. Il est décédé le samedi dernier à Lomé. Aussitôt, sa dépouille fut rapatriée à Dapaon. Il a été inhumé hier. Dapaon, où nous sommes écoutés sur les ondes de Radio Courtoisie, eh bien, le club de la presse Canal FM, nous associons à ce deuil qui a frappé la famille Mossi Yamba, mais toute la ville de Dapaon et toute la région des savanes du Togo. Oui, qu'il repose en paix comme tous les Togolais qui sont déjà partis, qui sont d'au-delà, de l'au-delà. Et nous prions beaucoup pour lui. Et nous prions également pour la famille très chère qu'il a laissée. Nous prions aussi pour ses amis politiques. Nous prions pour tous les Togolais parce qu'il est très cher pour tous les pays. Qu'il repose vivement en paix. Tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui l'ont côtoyé. Que tout cela soit en paix. Ce n'est qu'un passage. J'aime beaucoup cette chanson de Finiki quand on dit la vie c'est une scène de théâtre. Quand vous arrivez, vous jouez votre part et vous quittez. Il a joué ses actions, il les a jouées, à chacun d'apprécier
il est parti, qu'il repose vraiment en paix. Merci, le vieux Ali Seydou Mossiyamba, qui a été également de longues années durant secrétaire général de la CNTT à Dapaon, dans la région des Savanes. Une carrière de syndicaliste, de député, de préfet également, de sage uni. Il s'en est allé. Et ce matin, nous apprenons que il y a également un homme qui s'en est allé. Lui, il était beaucoup plus jeune. Vous le connaissez sûrement, Ayivi Ekwevi. Ayivi Ekwevi que nous avons connu sur la scène sportive togolaise comme l'entraîneur de l'Union sportive de Maceda au temps de la splendeur d'un certain Tata Avlessi. Et Ayivi Ekwevi qui avait qualifié en ce temps-là l'USM de Maceda pour une campagne africaine. Après l'Union sportive de Maceda, Ayivi Ekwevi est passé à la tête de l'AS Douane et puis il a entraîné successivement l'AS OTR, l'AS Togoport, et ces derniers temps, il lui a été confié les éperviers juniors. Ayivi Ekwevi qui avait eu un malaise cardiaque, évacué à l'hôpital, et puis la nouvelle de sa mort est tombée tôt ce matin. Uriel Enyan? Donc c'est tout le public sportif qui est en deuil. Nous nous associons également. Malheureusement, on dirait que c'est notre journée de lundi. C'est nous qui avons le malheur d'annoncer les décès. Souvent, les gens partent le vendredi, samedi, dimanche, et c'est à nous d'annoncer la nécrologie. C'est pas grave, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Vraiment, vous avez cité toutes les actions, toute la carrière de l'homme. C'est très plein. Il faudrait quand même que de nouvelles épis puissent monter afin de le remplacer valablement. Le public sportif, on dirait chaque année, nous vivons au moins un deuil. On va prier pour que les années qui viendront, que le public sportif ne puisse pas vivre cela. Et surtout ces hommes et femmes très chers que nous perdons dans le monde du sport. C'est pas intéressant. Moi, c'est la question que je me pose souvent quand quelqu'un part, il meurt, issu du monde sportif. Ce que je ne comprends pas lorsqu'on dit qu'il souffre de problèmes de cœur, qu'il souffre de l'AVC. Bon, ceux qui courent tous les matins, tous les soirs, pourquoi ces problèmes-là arrivent? Bon, on va chercher à savoir pour limiter les dégâts. La preuve est faite, Uriel Enyan, que nul n'est épargné, mais il vaut mieux encore être sportif, et même si on doit mourir d'arrêt cardiaque plutôt que du contraire. Eh bien, Ayivi Ekwevi, pour terminer avec lui, ceux qui connaissent le monde du football le qualifient d'un bon tacticien. Homme toujours jovial au sourire qui éclairait son visage jusqu'aux oreilles. Il s'en est parti. Et Uriel, nous allons également parler de la fin de parcours de l'association des chauffeurs de Kara. Rassurez-vous, ils ne sont pas morts. Ils vivent bien, et le président et le staff technique et les joueurs. Sauf que hier, ils ont été battus 1-0 au match retour de cadrage de la Coupe de la CAF. Et comme il avait emporté ici Lomé, à Lomé 2-1 contre Enugu Rangers. Et comme ils ont été battus hier, ils sont éliminés de la Coupe CAF parce que n'ayant pas pu marquer à l'extérieur. Voilà la fin du parcours de ce club-là qui a fait rêver et qui a commencé avec les matchs préliminaires de la Champions League CAF, mais éliminé, je crois, par l'AS Vita Club de Kinshasa et reversé dans la Coupe CAF groupe au niveau de la phase de cadrage. Ils n'ont pas été très heureux. Non, le Togo n'a jamais été très heureux dans le sport jusqu'à la fin. Figurez-vous, depuis 2006, moi j'ai déjà perdu l'instinct de l'amour du sport, même si je le fais personnellement. Ils ont fait de leur mieux, ils ont atteint leurs limites. Peut-être que c'est pour des raisons de défaut technique, ce n'est pas une question de manque matériel ou financier, mais ils ont prouvé leurs limites. Ils vont quand même se refaire. Il faut perfectionner, il faut se perfectionner avant d'être sûr de croiser, de battre telle ou telle équipe.
je pense qu'ils ont fait de leur mieux. Ils vont se préparer pour de meilleurs résultats les années à venir. Merci donc à vous, Uriel Nyang. Fin de parcours pour l'association des chauffeurs de Kara. Ça, c'est uniquement pour le sport. Et fin de parcours ici sur terre pour Aïvi Ekwevi et le vieux Ali Seydou Mossi Yamba. Maintenant, nous renouons avec des informations heureuses. Et comme disions tantôt que nous sommes en fin de l'année, c'est la fin de l'année qui rime avec les classements par-ci, classements par-là. Nous allons revenir au classement d'une business, mais également il y a de bonnes volontés qui procèdent au classement des esprits, des institutions, des personnes qui ont tenu le pays, disons la nation en haleine. Et ainsi en est-il de cette initiative privée du nom de Togo Top Impact. Et pour en parler, nous accueillons Toto Patrick. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM. Chef d'antenne, chef programme à Canal FM, c'est vous que nous accueillons pour nous parler donc de Togo Top. Du Togo Top Impact, bref rappel 2019, de quoi s'agit-il? Togo Top Impact, vous n'êtes pas sans savoir que Canal FM est nominé dans la catégorie Média Radio et le vote a déjà commencé depuis la semaine dernière. Et moi, je viens ici oui, pour... avant de rappeler que Canal FM est nominé, il faut rappeler ce qui s'est passé en 2018. En 2019, Canal FM a été nominé meilleure radio de l'année. Donc nominé et classé. Et classé. Donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, Canal FM est la meilleure de radio. Numéro 1. Voilà. Donc, ça continue et cette année encore, Canal FM est parmi les nominés. Je viens ici mobiliser les auditeurs de Canal FM, les auditrices de Canal FM à voter massivement pour leur radio. C'est pourquoi je suis là ce matin. C'est simple. Pour voter, il suffit juste d'envoyer MRA2. Au 6065 sur le réseau Move. Vous, ici, les journalistes invités, je vous demande de commencer déjà. Donc, voilà, on peut voter plusieurs fois. Quand vous votez, quand vous envoyez MRA, autant pour moi, MRA2, vous envoyez au 6065 sur le réseau Move. Vous pouvez supprimer le message, déjà envoyé message de vote, et vous recommencez, vous pouvez voter plusieurs fois que vous voulez. Mais nous apprenons de par certains auditeurs qu'ils ont quelques soucis avec le vote Move ce week-end dernier. Oui, c'est arrangé. C'est arrangé, c'est pourquoi je viens rappeler qu'on peut refaire, on peut essayer. Quand vous envoyez MRA2 au 6065 sur le réseau Move, vous voulez encore voter à nouveau, vous effacez le message de vote que vous avez déjà envoyé et puis ça passe. Moi-même, je l'ai essayé ce matin, ça passe normalement. Eh bien, Toto, vous avez tout dit. Canal FM, c'est notre radio à nous tous, beaucoup plus la radio de celles et ceux qui nous écoutent un peu partout en Afrique, au Togo et dans le monde. Ouais. Et si nous voulons faire la preuve encore une fois que la nouvelle génération est la meilleure radio ici sur la place togolaise, qu'est-ce qu'il faut faire, Toto? Oui, mais il faut la soutenir. Il faut toujours nous écouter. Je vais encore rappeler à ceux qui nous écoutent via l'application Canal FM et sur le site de la radio. On leur dit merci et continuez de nous suivre. Merci à vous, Toto Patrick. Donc, le classement au Togo Top Impact est déjà lancé. Si vous voulez montrer à tout le monde que Canal FM est la meilleure radio, votre radio, donc vous votez, comme Toto va nous le rappeler encore une fois. Ouais, faites comme moi, vous prenez votre téléphone, vous envoyez par SMS MRA2 sur le réseau Move. Faites-le autant de fois que vous voulez. Merci. Non seulement nous-mêmes nous le faisons, également nos épouses, nos enfants, tous, nos amis, celles et tous ceux que nous connaissons. Nos copines aussi. Nos copines, surtout nos amis, les confrères qui sont polygames savent déjà ce qu'il faut faire pour garder cette place de numéro 1. N'est-ce pas, El Raj Arimiaou Chanyao? C'est pas moi qui vais vous démentir. Bonjour. Et bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs qui nous suivent en ce moment. Oui. Et comme dit, je crois qu'il faut encourager l'initiative. Dans d'autres pays, il y a eu des initiatives comme ça qui ont commencé.
lentement, et qui ont fait des hésitations, qui aujourd'hui ont débordé les frontières de ces pays et qui font parler d'elles partout. Et donc, vivement que les Togolais s'y intéressent et que les gens viennent. Nous sommes heureux de retrouver Harry Miaou avec sa voix enrouée qui nous a manqué ces derniers temps pour raison de déplacement à l'extérieur. Tout à fait. Et je présume que vous êtes revenu avec des valises pleines de cadeaux. Beaucoup de cadeaux pour vous et pour ceux qui nous écoutent. Chacun peut m'appeler. Quand un président d'organisation parle comme ça, c'est que c'est vrai, n'est-ce pas, Didier Assogba? Oui, évidemment, c'est vrai. J'ai eu la chance de voir déjà le président ce week-end. Il m'a promis plein de cadeaux. Je pense que c'est. Et quand le président promet, il fait toujours. Oui, évidemment. Quand le président promet, il tient sa parole. Surtout notre président tient sa parole. Et donc, comme il y a président, Harry Miaou est président du CONAP. Oui, président du CONAP. Et donc, je dis notre président. Nous allons parler du président bientôt. Il ne faut pas qu'on confonde les mots. Il tient parole et nous allons en avoir la preuve tout à l'heure. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Canal FM et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Avant de continuer, Didier, c'est sur votre lien Togo Breaking News que j'ai découvert en premier lieu la dépêche annonçant le dessert du coach Yves Ikwevi. Nous avons parlé avant votre entrée au studio, mais il faut que je vous rappelle que c'est sur votre lien que j'ai découvert ça en premier. Oui, évidemment, nous aussi, on s'est réveillé ce matin et surpris par cette nouvelle. Le coach Yves Ikwevi, comme les uns et les autres l'ont déjà dit, c'est une valeur sûre que le football togolais n'a pas su entretenir. Ça aussi, il faut le dire. À plusieurs reprises, le coach Yves avait réclamé, des fois même au péril de sa vie, au péril des postes qu'il avait occupés à la tête des clubs, qu'on lui confie au moins la sélection junior ou la sélection cadette du Togo, afin qu'il leur donne tout ce qu'il a en lui, son expérience et tout ça, mettre véritablement une équipe de jeunes en place au Togo ici avant peut-être qu'il sentait qu'il allait partir assez tôt comme ça. Mais ça a tardé et c'est récemment qu'on lui a confié la sélection. Il a commencé le travail, il vient d'ailleurs de finir juste une tournée nationale de détection des jeunes et cette tournée-là a fini, peut-être la fatigue de la tournée. Il est malade, il a été admis à l'hôpital au pavillon militaire et malheureusement il n'en ressortira pas vivant. Donc le football togolais a perdu une vraie valeur. Vous savez tout ce que Ivy a eu à faire avec Maceda, avec l'Est Togoport, avec les coupes continentales. On n'en finira pas d'en parler. Le Togo doit pleurer cette valeur-là. Et je pense si les autorités sont à l'écoute, c'est quelqu'un qui mérite... pourquoi ne pas le dire, une décoration pour service rendu à la nation. Quelqu'un nous dit qu'il gardera de Ivy Ikwevi son sourire ou bien ses rires. Ivy Ikwevi, quand il voulait rire, il riait vraiment avec toutes ses dents, avec tout son visage. Alirou Morou Chakala, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de la radio Canal FM. Vous voulez dire un mot sur Ivy Ikwevi? Non, mais l'auditeur m'a déjà devancé. Je garde ce sourire qui irradie plus d'un. C'est un homme sans problème. C'est un homme qui se fâche rarement. Même s'il a des choses, il arrive à contenir cela. Et peut-être il le manifeste par le sourire, comme un signe pour dire que non, malgré tout ce que j'endure, j'ai toujours le moral, j'ai toujours le sourire. Comme l'a dit tantôt le jeune frère, on a perdu une valeur sûre. C'est quelqu'un qui avait beaucoup à donner à notre football. Mais malheureusement, au regard de certaines tergiversations, on n'a pas su tirer le meilleur de ce grand homme, de ce grand tacticien en football. Donc, je m'associe à la peine de tous les Togolais et je demande à sa famille beaucoup de courage. Et je demande un repos éternel à ce grand disparu. Merci. Un ami, un confrère que nous retrouvons par accident ici. Olivier Adja, bonjour. Par effraction, je dis. Disons plutôt par effraction. Bonjour, bonjour, chers confrères du lundi. Bonjour, chers auditeurs. Et c'est une surprise pour moi-même de me retrouver ici. Et merci surtout d'occuper le fauteuil du vieux Lucien Diossou-Mensan que nous n'aurons pas avec nous au studio aujourd'hui. Et c'est avec vous donc, vous les cinq, que nous allons aborder ce chapitre
des bonnes nouvelles macroéconomiques pour notre pays. Le temps juste de rappeler à nos amis au bout des ondes que sur le coup de 12 heures, ils ou elles pourront entrer en ligne sur le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 pour réagir par des questions, par des commentaires sur l'un ou l'autre sujet débattu aujourd'hui. Le premier sujet, c'est le décès de Ali Seydou Moussiyamba et également Ayivi Ekwevi, et pourquoi pas l'élimination de l'association des chauffeurs de Kara autour de cadrage de la Coupe CAF. Bonne nouvelle macroéconomique pour notre pays ces derniers temps. Et pour commencer, c'est Togo Réveil qui revient sur le dernier classement 2020 de Doing Business. Et après la Banque mondiale qui a donné le premier classement, il revient à chaque pays de faire la cérémonie au plan national. C'est ce qui s'est fait le vendredi dernier, cérémonie présidée par le chef de l'État en personne. Et naturellement, beaucoup de journaux reviennent là-dessus aujourd'hui, dont Togo Réveil qui écrit Doing Business 2020, très satisfait des résultats. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, se projette déjà sur l'année suivante et appelle à anticiper sur les réformes. Alirou, Faure Gnassingbé qui rappelait à qui de droit, à commencer par ses collaborateurs, qu'il n'aimerait pas que le Togo régresse l'année prochaine dans le rapport, dans le classement Doing Business. Voilà la restitution parfaite qui a été faite des propos tenus par le président la dernière fois. Ces propos, c'était comme un commentaire composé. Certains l'ont compris à leur façon. Mais le président togolais a eu à rappeler à tous ceux-là qui étaient présents de maintenir la cadence, d'être constant pour que l'année prochaine, le cap qui a été franchi soit amélioré. Donc en 2020, le chef de l'État compte sur tous les acteurs qui ont consacré ce pas fait et qu'ils maintiennent la cadence, qu'ils fassent mieux encore pour que l'année prochaine, le Togo puisse gravir d'autres échelons. Donc c'est ça le sens du mot des propos passés par le président à tous ceux-là, à l'assistance qui était présente le jour-là là-bas. Donc je crois que il faut pas régresser. Quand on a eu à gagner des satisfecits venant des institutions respectées comme la Banque mondiale, je crois qu'il faut maintenir cette tendance. Il faut essayer de ne pas régresser dans tout ce qu'on a fait. Donc, cette interpellation, je crois qu'elle est tout à fait normale parce que, au-delà de tout, cela marque une certaine confiance et cela vient conforter tout ce que les autorités ont pu faire dans ce pays pour que, au niveau de tous les secteurs, on puisse peut-être nous en sortir avec ce classement que nous avions eu au niveau de Doing Business. Juste rappeler que pour 2019, le Togo est premier pays réformateur en Afrique, troisième réformateur au plan mondial, mais au classement général, nous sommes 97. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour aller de l'avant. Et c'est ce que rappelle également le confrère Togo Matin, qui écrit qu'avec Faure Gnassingbé comme capitaine de bord, le Togo veut faire mieux l'année prochaine. C'était plutôt le jeudi dernier, ou vendredi plutôt, je ne sais plus, aussitôt qu'il a présidé le classement d'une business, le chef de l'État a également procédé à l'inauguration de l'antenne togolaise de la Société financière internationale, la SFI. Togo Matin nous rappelle aussi ça, Faure Gnassingbé qui plaide pour une bonne collaboration entre la Société financière internationale et le secteur privé ici au Togo. Le secteur privé justement qui a l'honneur aujourd'hui, Arim Yaou Tchanyao, pendant que nous sommes dans ce studio, il s'ouvre dans un grand hôtel de la place toute une semaine qui sera dédiée au secteur privé dans notre pays. Oui, je crois que c'est une initiative qui est à saluer et que les gens doivent désormais comprendre qu'il faut tourner tous les radars vers le secteur privé qui est un maillon important dans le développement économique de toute nation.
le secteur privé où les gens se retrouvent et qu'on pensait être un secteur où les gens se débrouillent, c'est un secteur qui apporte une plus-value à toute nation. Et le Togo, cette fois-ci, a choisi d'ouvrir et de tourner le regard, histoire de stimuler ou d'encourager tous ceux qui exercent dans ce domaine et amener la jeunesse qui, une fois qualifiée, attend toujours à ce que, quelque part, on puisse les employer au niveau du public. Je sais que le privé opère et fait marcher beaucoup la nation, mais les gens ignorent ce qui se fait sincèrement dans le privé. Je crois que c'est maintenant ou à jamais qu'il faut relancer les Togolais et que les gens appuient ce secteur, parce que le secteur privé c'est vaste. Il y a eu beaucoup de choses qui se font dans le secteur privé et qui permettent à la nation de vivre ou de compenser ce qui n'a pas pu être fait par les administrations publiques. Et donc, vivement que les gens essayent d'apporter leur énergie et d'encourager ce secteur-là pour une évolution. Le secteur privé qui est très courtisé par le Togo, c'est dans ce sens-là qu'il faut rappeler l'installation ici au Togo de la Société financière internationale, qui est en fait la branche de la Banque mondiale qui s'occupe du secteur privé. Ce secteur privé sur lequel le Togo compte pour financer à plus de 2/3 le plan national de développement. Uriel Enyang, vous comprenez tous les soins que le Togo met pour séduire le secteur privé. Mais attention, non, moi je ne vais pas répondre à cette question pour répondre. Je pense que pour organiser, pour répondre et relever les défis d'un tel projet, il faut être objectif. Je ne maîtrise pas tellement l'organisateur, mais ce que j'ai à dire, c'est très sérieux parce que le secteur privé, quand vous avez abordé le sujet, on a comme l'impression que vous tous ici, vous avez ignoré que nous faisons partie du secteur privé. Canal FM fait partie du secteur privé, Nouvelle Opinion. Mis à part, je vais en venir aux médias. Cette semaine du secteur privé, on va se renseigner, voir comment il organise et où se trouve la place des médias. Comment est-ce que les médias pourront relayer et faire valoir l'information sur le secteur privé, étant donné même que plus de 80% des médias au Togo sont privés, mis à part la TVT, Radio Lomé, Radio Kara et les agences togolaises de presse, nous sommes tous des privés. Mais aujourd'hui, qu'en savez-vous sur cette semaine du secteur privé? Non, c'est pas tout à fait normal. Ce matin, j'ai eu l'information par un grand frère de la présidente qui m'a demandé si je ne suis pas invité d'aller. J'ai dit, je ne suis pas invité. J'ai eu l'information seulement, je ne suis pas invité. Mais je vais poursuivre, voir qu'est-ce que ça va. Ce n'est pas normal. Nous faisons partie des médias qui font ventiler l'information comme il le faut. Il fallait organiser l'événement en tenant compte. Il y a les associations des organisations de presse. J'en veux pour preuve le président du CONAP qui est avec nous ici. Mais comment ça s'est fait? On ne sait pas. Il faut impliquer entièrement les médias, surtout que nous sommes grandement, majoritairement du secteur privé. On ne nous associe pas et vous voulez qu'on en parle alors qu'on ne maîtrise pas. Vous en savez quoi actuellement sur ce qui se fait là-bas? Olivier Adja, voilà un contraste quand même que Uriel Enyang expose publiquement. Nous parlons des choses auxquelles on n'est pas toujours associé. Non, c'est vrai, c'est un contraste. Et il faut quand même que les organisateurs de ces genres d'événements puissent aider la presse aussi à maîtriser d'abord le concept de leur événement et pouvoir en parler. On ne peut parler de ce dont nous avons la maîtrise. Donc, lorsque nous ne sommes pas invités ni nous n'avons pas été associés, c'est parfois difficile. Mais au même moment, il faut aussi reconnaître que chaque organisateur est libre d'inviter quelques médias que ce soit. C'est-à-dire, chacun est libre d'inviter celui qu'il veut. Certainement qu'il y a des médias là-bas, il y a d'autres qui ne sont pas là. Certainement que tous les médias du Togo ne peuvent pas en même temps se retrouver là, mais en tant qu'agence de presse, en tant qu'Afripresse, en tant que média et Méga Info, en tant que Togo Brikinos, on aurait aimé bien sûr être aussi de la partie. Seulement, bon, on ne va pas jeter des pierres ni des cailloux aux organisateurs pour cela. Oui, Arim Yaou Tchanyao. Non, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais que l'initiative est à saluer parce que hier, pratiquement, il n'y avait pas des semaines qui sont dédiées au secteur privé. Et nous y sommes. Et aujourd'hui, si les gens y pensent et trouvent qu'il faut prendre toute une semaine pour clarifier ou parler du secteur privé, nous ne pouvons qu'encourager. Ce n'est pas lorsque nous serons concernés ou invités
que nous allons véhiculer cette information, parce que pour moi, c'est un début pour une prise de conscience au plan national. Les gens savent, j'ai dit tout à l'heure, que le secteur privé, c'est un secteur qui contribue à une hauteur que je ne connais pas quand même les statistiques, mais je sais que quand vous prenez toute nation, le secteur privé en fait plus que ce que les administrations publiques font. Et d'ailleurs, ça se vient de le dire, c'est sur le secteur privé que l'État togolais qui a lancé le PND veut s'appuyer pour réussir. Vous allez voir que les pourcentages qui sont affectés au secteur privé débordent largement de ce que l'État a à faire comme contribution. Et c'est pour cela que je crois qu'il y a mieux qu'on encourage de telles initiatives qui permettent de discuter pendant des semaines ou des jours et des heures sur l'avenir de ce secteur qui est porteur de développement. Et moi, je crois que la presse togolaise, elle fait bien son travail, elle se débrouille. Et les gens ont idée que lorsque quelqu'un embrasse le privé, il veut se débrouiller. Des gens pensent que c'est des secteurs où on essaye de se débrouiller, mais il faut que l'État et tous les acteurs de ce pays comprennent qu'il faut apporter plus de tonus dans ce secteur, parce que c'est là le soubassement de tout développement. Merci. Je continue le tour donc des nouvelles macroéconomiques avec ce qui est annoncé à grand renfort de publicité, puisque c'est la direction de la communication de la présidence a sorti même un communiqué à la matière. Il s'agit de cette rencontre annoncée pour le 14 novembre prochain. Faure Gnassingbé et le milliardaire chinois Jack Ma qui vont rencontrer les jeunes leaders africains ici à Lomé. Didier Assogba. Oui, c'est une bonne nouvelle. J'ai eu la chance d'être une fois sur le campus Alibaba, à quelques mètres du milliardaire. Peut-être c'est un coup de sort. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle. Les discussions avaient été sérieuses et le Togo avait émis l'idée et sa volonté de voir la société Alibaba et donc son fondateur investir véritablement sur le Togo. Mais vous savez, le problème avec les Chinois, les milliardaires chinois, c'est que la superficie du site du Togo était telle que des gens voient bien au-delà du Togo. C'est pour ça que cette rencontre-là a été initiée dans ce sens-là, mais organisée au Togo, mais s'ouvre pour tous les jeunes leaders de l'Afrique, de la sous-région, pour faire beaucoup plus gros. Et comme on a l'habitude de le dire, faire du Togo la porte d'entrée des investisseurs pour comment l'appelle-t-on, l'Afrique de l'Ouest. Et ça cadre également avec l'axe numéro 1 du PND qui vise à faire du Togo un hub logistique. Et c'est véritablement dans ce sens-là, quand on connaît le domaine de prédilection de Jack Ma, qui est le commerce électronique, mais véritablement le domaine technologique, je pense véritablement que le Togo a beaucoup à en tirer. Mais pour revenir sur le secteur privé, puisqu'on y est toujours, j'aimerais véritablement que pendant qu'on y est, pendant qu'on dédie une semaine au secteur privé, initiative fort louable, hein, c'était pas donné il y a quelque temps, c'était pas donné, mais cette fois c'est une réalité. Et n'oublions pas non plus que le sujet que pose Uriel est un sujet important et le président est mieux placé pour le savoir. Quand on parle du secteur privé, les médias, le nombre d'emplois que fournissent les médias du privé, nuit et été. Ces médias-là, imaginez ce que ça peut donner pour tous les jeunes qui sortent diplômés de l'université et qui n'ont pas véritablement, savent pas où aller et qui viennent dans la presse et qui du jour au lendemain se professionnalisent et deviennent d'ailleurs des meilleurs. J'en connais plein qui sont aujourd'hui même à la TVT, qui sont devenus même des chargés de communication des institutions de la République. Il va falloir véritablement que dans ce sens-là, ou pour la prochaine édition, qu'on associe le secteur privé média pour qu'il y ait un atelier ou ne serait-ce qu'une journée des médias dans le cadre de cette semaine-là, médias et secteur privé, médias et développement, ça pourrait permettre de contribuer. Et toujours, pendant qu'on y est, le budget 2020 est en cours d'élaboration. Il va falloir véritablement que le gouvernement réfléchisse également à comment faire évoluer, à faire évoluer l'aide de l'État à la presse
pour que la presse véritablement se professionnalise davantage, ait beaucoup plus de moyens pour répondre véritablement dans ce cadre-là du PND, développement et tout ça. C'est un débat qui revient souvent ici, mais il va falloir, Tchakala, que nous les médias, nous fassions le plaidoyer nécessaire et le lobbying en son temps pour nous rendre réellement incontournables lors de ces assises. Mais comme le chef de l'État va accueillir le milliardaire chinois Jack Ma avec les jeunes leaders africains, notamment francophones, le temps nouveau nous fait ce constat qui doit un peu nous chatouiller, qu'aucun Togolais ne figure dans le top des milliardaires de l'Afrique francophone. Aucun Togolais donc ne figure dans ce top 10 des milliardaires africains francophones. Voilà, Tchakala, tout ce dérapage là d'informations portant sur la macroéconomie. Oui, s'il n'y a pas de Togolais dans le top 10 des milliardaires, je crois que cela nous incite à mieux faire. Et on est en train de mettre en branle la dynamique au niveau du secteur privé pour que d'ici quelques années, on puisse y dégager des milliardaires qui feront la fierté de notre pays. Mais chez nous, on dit, quand on va dans une rivière et qu'on veut se laver, il faut enlever toutes les souillures qu'on a sur le corps. Mais toute une semaine dédiée au secteur privé, je crois que c'est inespéré d'avoir une pareille opportunité à saisir. Mais seulement ces gens-là, les patrons d'entreprise et tous ceux-là qui sont dans la dynamique du privé, je voudrais qu'ils s'asseyent et qu'ils fassent un état des lieux de tout ce qu'ils vivent. Parce que tout n'est pas rose. Mais ils vont là-bas, ils vont essayer de se donner des satisfecits. Nous avons fait ci, nous avons fait ça. Et au sortir de toute cette semaine dédiés au privé, ils vont commencer par marmonner tous les problèmes auxquels ils font face. Là, nous estimons que ça ne fait pas sérieux parce que il y a des problèmes liés aux impôts, liés à certaines des taxes de produits et tout ça là-dedans. Je crois que c'est toute une semaine. On n'a jamais espéré avoir cela. Et le gouvernement compte sur ce secteur. Donc, il faut formuler les justes inquiétudes au gouvernement parce que il serait malséant de la part de ces grands patrons d'entreprise de sortir et de dire que non, nous avions manqué de souligner, de relever tel aspect qui, ma foi, pèse sur nos activités. Donc, je les incite quand même à faire un état des lieux sans complaisance. Ce qui est à condamner, ils vont le condamner. Et ce qui est à apprécier, ils doivent aussi l'encourager pour que l'année prochaine, on puisse refaire une semaine et dire que voilà, au sortir de la semaine que nous avions eue en 2019, voilà les acquis et voilà les grands pas, les pas de géant que nous avions eu à réaliser. Parce que on compte beaucoup sur le secteur privé pour la promotion de l'emploi dans ce pays et ils le savent si bien. Le PND aussi compte sur le secteur privé. Donc, allez dire les choses que vous ressentez, ce que vous vivez, pour que le gouvernement puisse aussi prêter oreille attentive et peut-être vous soulager. Ça ne serait pas trop par rapport à toute une semaine dédiée à eux. Tchaniao, un petit complément? Non, bon, juste peut-être que je voulais dire que dans le classement des top 20 10 de l'Afrique, les Togolais devraient être peut-être contents. Vous savez, chez nous, s'il y avait un Togolais là-bas, peut-être vous verrez les commentaires qui allaient suivre. Les gens n'aiment pas peut-être que le Togo s'expose positivement. Vous avez vu que quand on l'a dit, Tchakala a dit que les Togolais doivent travailler dur. Mais je sais qu'il y a des Togolais, quand ils ont quelques bribes de percée, il y en a qui cherchent à les étouffer. Moi, je crois que nous sommes effectivement dans la semaine du secteur privé. Ne font les richesses que les riches ne proviennent que de ce secteur-là. Et je crois qu'il faut assainir. Je sais, l'État fait des efforts pour faciliter, pour accorder certaines facilités dans les affaires, mais il faut faire beaucoup plus. Pourquoi est-ce que c'est dans les pays anglophones que les richesses se dégagent rapidement? Vous allez au Nigeria, vous allez constater qu'il y a des facilités. Parce que ici, on ouvre trop les yeux sur tout. On veut regarder tout. On veut fouiller tout. Quand les gens sont dans les affaires, essayez de prendre nos hommes d'affaires. Ceux que, du moins, nous avons accès de discuter avec. Posez-leur les questions. Ils vous diront les grandes difficultés qu'ils ont. Ceux qui opèrent dans les affaires
parfois peinent. Il y a des Togolais qui sont contraints ou peut-être obligés d'aller à Accra pour faire plus de chiffre d'affaires que quand ils sont ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je crois que je parle à demi-mot et les opérateurs économiques de ce pays comprennent de quoi je parle. Le Togo a besoin de faire des richesses et même à la presse. Regardez comment nous peinons, nous en parlons tout à l'heure, mais il y a la caisse de sécurité sociale qui veut nous traquer. Il y a les impôts qui sont là derrière nous. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, avec le travail que nous abattons. Moi, j'ai dit même que les entreprises de presse vers lesquelles nous voulons muter aujourd'hui, ce sont des gens qui absorbent beaucoup le chômage. Nous sommes comme des écoles privées. Didier a dit tout à l'heure que beaucoup d'enfants, de jeunes sont sortis des écoles de journalisme, que ce soit ici sur place, ou d'ailleurs, c'est nous qui les employons et combien on leur paye. Allez voir si nous pouvons faire une petite publicité sans aller au niveau de l'OTR payer. Donc on nous asphyxie, nous également. Et je crois que parmi nous peuvent se dégager des riches à partir du moment où sur tous les plans on nous asphyxie. Heureusement que dans les plaidoyers que nous avons entre-temps entrepris, nous nous sommes fait entendre à certains niveaux. Et ce que Didier dit, je le dis si les autorités l'entendent, elles sont en train de comprendre. Et je crois que quand on veut discuter de nous aussi, ce n'est pas par des forcing, mais c'est de faire en sorte que les gens appréhendent, qu'ils comprennent les vraies raisons, les vraies difficultés et ce qui motive le fait que nous souhaitons qu'on revoie notre aide à la hausse. Et je crois que cette année, ce serait fait, s'il plaît à Dieu, pour l'édition 2020. Et nous pourrons, à partir de cet instant, dans notre métier, pousser un ouf. Merci. Je voudrais bien être là pour en parler de ces informations heureuses. Mais comme vous parlez en clair-obscur, en parabole, je n'insiste pas trop. Mais revenons plutôt à l'actualité politique avec les contours qui se précisent pour l'élection présidentielle 2020. Et comme l'écrit si bien, temps nouveau. Pour la présidentielle 2020, les choses se précisent. Effectivement, Olivier Adja, depuis la fin de la semaine dernière, la Cour constitutionnelle a sorti un communiqué pour nous situer sur les dates probables de tenue de l'élection présidentielle en 2020. Oui, bien sûr, c'est le rôle de la Cour constitutionnelle. Et on sait que l'élection va avoir lieu entre février et mars de l'année prochaine. Et nous voyons aussi que les différents quartiers, quartiers généraux, donc des partis politiques sont dans les grandes manœuvres. Et chaque jour, nous faisons le décompte des candidats qui s'annoncent. Ça veut dire tout simplement que l'élection suscite beaucoup d'engouement d'abord, et aussi que les réformes constitutionnelles qui ont été actées donc ont donné, je dirais, entre guillemets, confiance à un certain nombre de Togolais et qui sont maintenant prêts à s'engager, à se lancer dans la course électorale et à aller donc solliciter les voix des électeurs. Et je crois que d'ici là, il y aura encore d'autres candidats pourvu, et il faut le dire, pourvu que l'élection, les conditions soient transparentes et que la règle de jeu soit ouverte et que le meilleur puisse gagner. C'est l'essentiel. Peut-être on va revenir sur le profil de certains candidats et ce qu'ils proposent bien. Prochainement, quand vous serez dans ce studio le vendredi. Mais pour le moment, c'est les précisions que nous donne également la Nouvelle Opinion. Tout se précise désormais. Et ce qui se précise, Didier Assogba, c'est la Cour constitutionnelle qui nous a indiqué que le prochain scrutin présidentiel devra être ouvert sur convocation du corps électoral au plus tôt le 19 février 2020 et au plus tard le 5 mars 2020. Donc en français facile, le premier tour du moins de la présidentielle sera entre le 19 février et le 5 mars. Et dans la foulée, la CENI également nous informe que la prochaine révision des listes électorales, ce sera entre le 29 novembre et le 1er décembre. Oui, véritablement, c'est clair. La Cour constitutionnelle donne des indications de date et pour les initiés et pour ceux qui ont des oreilles qui entendent peuvent savoir déjà que l'élection a lieu probablement en février. Et probablement en février,
parce que la sortie également de la Cour constitutionnelle donne des indications. Je m'inquiétais aujourd'hui en disant qu'on ne comprenait pas pourquoi la Cour constitutionnelle a opéré cette sortie-là, ou plutôt puisque de par le passé, c'est généralement en début d'année que la Cour sort ses communiqués, mais nous avons eu l'explication de ce que, selon les dispositions de la Cour constitutionnelle et son règlement, elle devrait opérer sa sortie 3 mois avant l'élection. Et donc 3 mois avant l'élection, si on compte bien aujourd'hui ou de la date de la sortie du communiqué jusqu'aux indications que donne la Cour constitutionnelle, on sent que l'élection a lieu en février. Et donc, véritablement, si l'élection a lieu en février, la CENI également met en branle ses machines pour opérer la révision électorale en attendant de lancer les appels à candidature puisque la Cour également en parlait dans son communiqué dernièrement, que les candidats ou ceux qui sont intéressés doivent faire acte de candidature et tout. Donc, c'est aujourd'hui clair que le gouvernement, ou du moins les institutions en charge de l'organisation de l'élection présidentielle en 2020 ont atteint une vitesse de croisière. Mais est-ce que cette vitesse-là pourra être diminuée en cours de route pour que ceux qui lancent des appels pour amélioration amélioration du cadre électoral, Olivier en parlait, conditions de transparence et tout, pour que le scrutin soit véritablement apaisé et accepté par tous. Est-ce que cette vitesse-là qu'on constate pourrait être un peu amoindrie et freinée pour que toutes les revendications, les suggestions soient prises en compte avant la tenue effective de ce scrutin-là? On attend de voir d'ici quelques jours. On y est déjà parce que Togo Matin écrit que plus de temps à perdre pour les candidats potentiels. Et alors que pour sa part, Liberté lui écrit que Faure Gnassingbé confirme déjà demi-mot sa candidature. La CENI et la Cour constitutionnelle aux ordres sont mises en branle pour ce que Liberté qualifie d'une farce électorale. Et d'un autre côté, Liberté qui écrit que Monseigneur Podjoro, à propos de la sortie de la Cour constitutionnelle, demande de reculer la date des élections pour que tous les préliminaires soient faits. Vous savez que Podjoro a initié une série de rencontres et à une première fois, ils ont créé 2 commissions. Les 2 commissions ont rendu compte le vendredi dernier. Et c'est s'appuyant sur les recommandations là que Podjoro demande que la Cour constitutionnelle, recule les dates avancées pour permettre à tout le monde de se préparer. Ce qui vous amène, Uriel Enyang, votre journal Méga Info, vous écrivez, vous demandez si l'opposition sera encore surprise pour l'organisation de la présidentielle 2020. Une question tout à fait logique parce que Didier venait de le dire. Vous savez, si la Cour constitutionnelle a effectué sa sortie au nom de l'article 61 de la Constitution du 14 octobre 1992, vous verrez que derrière cet article, l'opposition dira que nous ne sommes pas encore prêts. Déjà, ils réclament l'ouverture des discussions avec le gouvernement pour assainir le cadre électoral. Message ou bien invitation à laquelle se joint Monseigneur Podjoro. Beaucoup de choses ont déjà commencé. Les perturbations au sein de la classe politique, au sein même de la classe des états-majors de l'opposition. On ne s'entend pas sur ce, on ne s'entend pas par-ci, par-là. Et la date, elle n'est plus loin. Nous sommes à 3 mois. Nous y sommes déjà. L'opposition dira nous ne sommes pas encore prêts, il faut prolonger. Et on se demande s'il maîtrisait l'article 61 de notre Constitution ou pas. Si l'opposition maîtrise cet article-là, au point n'est plus question de penser à un rattrapage inopiné. Et il faut que tout le monde se prépare. Il ne faut plus demander à qui que ce soit à repousser l'élection. Quand on sait que la date, ça devrait être... Mais si c'est les organisateurs même qui décidaient de reporter l'élection, que dira l'opposition? Alors, elle dira peut-être que c'est parce que ça n'arrange pas tel ou tel qu'on a repoussé. Maintenant qu'on tient aux dates exactes, on sent déjà que l'opposition se fera surprendre. Et là,
ça ne sera pas tellement bien pour eux. Merci. Alors, il faut juste rappeler que les sorties de la Cour constitutionnelle et de la CENI ne donnent que des dates indicatives. Si la Cour constitutionnelle dit que le scrutin devra se tenir entre le 19 février et le 5 mars, et si la CENI annonce éventuellement la révision des listes électorales entre le 29 mars et le 1er décembre, tout cela devra être acté par des décrets pris par le président de la République en Conseil des ministres. Certes, mais il y a ce que les confrères ont rappelé. Avant la sortie de la Cour constitutionnelle, vous savez, le débat entretenu dans les rangs de l'opposition, le CAR de son côté, l'ANC, pourquoi pas la C14, et Monseigneur Baudreau demande des dialogues, des rencontres avec le pouvoir par-ci par-là pour affiner le cadre électoral. Est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'avec la sortie de la Cour constitutionnelle, tous ces souhaits de dialogue n'ont plus de chance de prospérer? Non, mais la Cour constitutionnelle a fait sa part. Et c'est de l'ordre normal des choses qu'elle sorte et qu'elle cadre un peu l'opinion sur les dates probables de la tenue de cette présidentielle. Donc, elle n'apprend pas grand-chose parce qu'on le sait déjà. On sait qu'en 2020, surtout dans le courant premier trimestre, les élections devraient se tenir. Ça, bon, il n'y a même pas de surprise. Donc, la Cour constitutionnelle, ceux qui sont en train de dormir, bon, cette sortie aura le mérite de réveiller les dormeurs, ceux qui sont sous ankylose. Donc, maintenant, s'agissant du cadre électoral, c'est vrai, ça va être amélioré, mais cela dépendra. On ne va pas mettre en berne cette date-là, histoire que un dialogue se tienne d'abord avant qu'on ne fixe une autre date. On n'a jamais fait cela dans ce pays. Pour la présidentielle, on a eu quand même à connaître des rallonges au niveau de certaines élections, notamment les législatives, mais au niveau de la présidentielle, c'est statique. On ne va pas changer la date fixée par la Cour constitutionnelle, la fourchette, on sera là-dedans. Maintenant, cela dit à quoi? À cette crise de confiance entre les acteurs politiques de ce pays. Parce que les mêmes qui sont en train de demander quand même qu'il y ait une amélioration du cadre électoral seront probablement les mêmes aussi qui vont sortir pour dire que nous sommes hors délai constitutionnel, dans un vide constitutionnel. Vous voyez, donc, je crois que la crise de confiance est telle que il faudrait que les gens prennent le départ de la course pendant que le temps s'y prête plutôt. Maintenant, quand certaines viennent à dire que mais c'est fort probable que cette date probable-là soit peut-être revue, cela a le mérite aussi de démotiver la base électorale de ceux-là qui appellent à ce qu'on revoie la date. Donc, on ne peut pas vouloir des choses. Les gens ont déjà déclaré leur candidature. Donc, ils savent qu'ils doivent aller à une présidentielle. Maintenant, demander qu'on prolonge la date à je ne sais pas quand, cela aura le mérite de refroidir les ardeurs de la base militante. Donc, il ne faut pas s'en prendre à certains quand ils disent qu'il y a dans ce pays certains qui veulent des choses et leur contraire en même temps. C'est sifflé. Ceux qui sont dans l'expectative de voir des dates repoussées, je pense qu'on ne leur fera pas ce plaisir. Mais au même moment où la date sera retenue, on peut aussi, par des couloirs, par des canaux aussi, œuvrer à ce que ce cadre-là que certains voudraient voir assaini puisse aussi avoir lieu. Donc, eh bien, on verra c'est possible que si les états-majors politiques proprement dit se prononceront ou bien quel sera le contenu de leur réaction suite à la sortie et de la Cour constitutionnelle et de la CENI. Mais Olivier, dans les rangs d'unir, on est déjà prêt. Et comme le rappellent quelques journaux, dont Nouvelle Opinion ici, qui rappelle que pour la présidentielle 2020, une délégation conduite par le vice-président Afo Tchadedji a sillonné tous les cantons de la préfecture de Tchamba. C'est la mobilisation déjà qui est à la page, aussi bien à Tchamba que dans le Moyen Mono, où le week-end on a encore vu des délégations, des cadres unis qui ont sillonné ces deux préfectures-là. Ça veut dire que UNIR est déjà plus ou moins ouvertement en campagne. Non, bon, de toutes les façons, vous savez, en matière, en temps d'élection, il y a la pré-campagne, il y a la campagne, et même après l'élection,
il y a aussi donc des sorties médiatiques, des sorties plutôt de terrain qui sont organisées. Donc, et ce n'est un secret pour personne. Et le parti UNIR est un parti qui est permanemment sur le terrain et qui ne veut pas donc laisser de la place aux adversaires, donc qui entretient sa base électorale. C'est ce qui encore a été fait le week-end dernier. Nous avons, Afripresse est revenu sur ce que vous dites déjà, et le Afo Atchadedi était dans la préfecture de Tchamba, et il y a aussi une délégation de cadres d'UNIR donc qui était dans la préfecture de Mouamono, où ils ont donc entretenu les populations sur la question des élections. Mais ce qu'il faut retenir d'essentiel, c'est que, sauf catastrophe de dernière minute, sauf fin du monde, Faure Gnassingbé sera candidat, puisque on a senti que ceux-là, ces cadres, sont allés et ils ont essentiellement axé leurs propos autour de la candidature du président Faure Gnassingbé et de la nécessité pour ces populations de porter leur choix sur lui. Donc, c'est ce qui est nouveau qu'il faut retenir. Et nous attendons de voir, mais, sauf, je le dis encore, voilà, catastrophe, cataclysme, il y a un certain Faure Gnassingbé qui sera... Je ne sais pas s'il y aura cataclysme ou catastrophe, seulement que on attendra d'abord que l'homme Faure Gnassingbé se prononce et que son parti uni l'investisse formellement. Mais ce qui est une évidence, Didier Assogbaye et Arim Yaou, comme Olivier l'a dit, ça fait belle lurette que UNIR occupe permanemment le terrain dans tous les coins et recoins. UNIR est toujours présent. Oui, évidemment. De toute façon, c'est le parti qui gouverne. C'est le parti qui gouverne. Donc c'est le parti qui est au pouvoir. Bon, de toute façon, être au pouvoir et gouverner, je ne sais pas quelle est la différence. Mais il y a les mairies. Il y a les mairies qui sont gouvernées. Bon, de toute façon, c'est le parti qui est au pouvoir. D'accord. Et donc, ce parti-là a le devoir d'aller s'expliquer sur des choix opérés par les autorités et d'aller d'être permanemment en contact de sa base pour également l'entretenir et la mettre debout pour les échéances électorales. Mais sur la question de la candidature de Faure Gnassingbé, il n'y a plus de doute. À écouter le président de la République le jeudi dernier. Dieu merci, on était tous dans la salle Concorde de 2 février. Tous. Bon, pour la plupart d'ailleurs. En fait, ceux qui y étaient. Ceux qui y étaient. Et pour ceux qui l'ont écouté par la suite, mais ça ne fait plus de doute. Ça ne fait plus de doute si il dit qu'il ne veut pas avoir la honte l'année prochaine. Non, il parlait de business. Mais de Dune Business. Le classement du Dune Business est publié en fin octobre. Et s'il ne voudrait pas avoir de honte, ça veut dire qu'il serait là, responsable du pays en ce moment-là, avant la publication des résultats du classement Dune Business. Si le résultat du classement Dune Business est publié fin octobre 2020 et que le président actuellement en exercice ne veut pas avoir honte en octobre 2020, il y a déjà le cap de l'élection présidentielle qui a lieu, la Cour constitutionnelle l'a dit, du moins pour le premier tour qui a lieu entre le 19 février et le 5 mars. Et il a d'ailleurs dit dans son discours que les élections auront lieu tôt. Nous sommes revenus là-dessus ce week-end. Le président a déclaré que les élections auraient lieu tôt pour que le reste de l'année, il y ait du temps pour opérer les réformes économiques. Et donc, c'est une déclaration de candidature qui ne dit pas son nom. Et donc, pour ceux qui font encore dans la magie, Faure Gnassingbé, pour moi, a déclaré sa candidature. Il reste juste le congrès d'investiture qui est annoncé pour avant la fin de l'année. Et il sera juste entériné. Et donc, c'est clair, UNIR sur le territoire. Le chef de l'État donne des signaux de sa candidature. Et pendant que l'opposition crie siffle sur la Cour constitutionnelle, Jean-Pierre Fabre, nous en sommes revenus dessus ce matin, a tiré sur la Cour constitutionnelle qui violerait la Constitution de la République. Voilà grosso modo tout ce qu'on peut dire. Merci Faure Gnassingbé. 2020, il y a Togo Matin qui écrit, Faure Gnassingbé dit, je pense déjà l'année prochaine. Évidemment. C'est quelque chose qui va au-delà d'une simple candidature. Voilà, Arim Yaou, on va terminer avec vous. Et oui, le temps de je crois qu'il faut être clair avec les Togolais. L'évidence de la candidature de Faure n'est plus à démontrer. Et tous ceux qui ont suivi les dernières sorties des cadres
ou de certains responsables immédiats du président de la République doivent comprendre que les discours ont été les mêmes. Ça veut dire que quelque part, les gens se sont ressourcés avant d'aller tenir ces discours. Et c'est en interne que, effectivement, après le congrès, que Faure Gnassingbé pourra être investi par les siens. Mais c'est clair qu'il sera candidat. Bon, maintenant, moi, je m'étonne du comportement de certains Togolais qui sont encore en train de vouloir créer du flou dans la tête des citoyens. Tous les Togolais savaient depuis 2015 que le prochain rendez-vous c'est en 2020. Tous ceux qui ont créé des partis politiques savent que, d'ailleurs ils connaissent le quota ou bien la fourchette dans laquelle les élections pourraient intervenir. Et donc tous ces gens-là, ils sont en train de chercher à blanchir des échecs prochains dont eux-mêmes ont conscience aujourd'hui, ou alors ils veulent créer le bordel, puisqu'il y en a qui veulent. J'ai écouté la dernière fois des slogans un peu partout sur les plateformes qui disaient non, 4e mandat de Faure Gnassingbé, transition, quelque chose, et puis après gouvernement d'union, transition, gouvernement d'union, et puis quoi. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de choisir des voies non démocratiques, qui rêvent que le Togo peut aller par des voies non démocratiques pour opérer ces réformes. Donc moi je crois que actuellement tout le monde sait qu'on ne peut pas opérer des réformes avant d'aller. Et puis il faut que les politiciens cessent d'être duplices. Nous avons fini récemment des élections locales. Les mêmes qui crient que le cadre n'est pas quoi. Le cadre, ces gens-là sont allés à ces élections, ils ont été élus, ils ont accepté ces résultats-là de ce qu'ils critiquent aujourd'hui. Les mêmes ont refusé les élections législatives du 20 décembre. 2018. On a sorti un gouvernement. Les mêmes sont venus dire, monsieur le ministre, où est-ce que nous allons? Moi, je crois qu'il faut cesser de jouer à la pagaille et d'être honnête avec les à l'endroit des auditeurs. Un petit moment d'arrêt, puis nous nous ouvrons sur la partie la plus inclusive de l'émission. 93.5 Canal FM. Eh bien, autour de nous, Uriel Nyang, Olivier Adja, Ali Rumoru Chakala, Didi Asogba, Arim Niaou Chanyao. Et nous avons parlé de ces décès que nous avons enregistrés le week-end. On a parlé de climat macroéconomique et des précisions ou des indications que la Cour constitutionnelle et la CENI viennent de faire relativement à la présidentielle 2020. Eh bien, c'est sur l'un ou l'autre sujet que nous attendons vos questions ou propositions ou commentaires. Allô, bonjour Allah. Oui, bonjour, monsieur Tass, bonjour le panel. Oui. Merci pour les infos. Je vous en prie. Bon, vous parlez de le premier thème par rapport aux des eaux bien mégots là. Nous avons parlé d'abord des décès, notamment le vieux Ali Seydou Mossi Yamba, Ali Ayivi Ekwevi. Nous avons parlé également de l'élimination du club champion du Togo, la CECAR. Et puis on a parlé des informations sur le plan macroéconomique. Oui, c'est sur le plan macroéconomique. Oui. Okay, allez-y. Intervenir. Est-ce qu'effectivement, quel impact ça a sur les citoyens togolais? Tu ne sens pas l'impact sur les citoyens togolais. Surtout, regardez les fonctionnaires togolais. Mais c'est ça, c'est pas facile. Ce que je dis là, c'est du coin chez vous. C'est pas facile. On ne sent pas l'impact. C'est l'impact là qu'on veut savoir, qu'on veut connaître, qu'on veut que ça donne au Togolais lambda. C'est cet impact là que nous cherchons au Togo. C'est un petit groupe qui s'empare de cela. Vraiment, il faut qu'on revoie. C'est triste. Merci. Voici mes interventions. Merci pour. Je vous en prie. Notre ami Allah revient sur ce que nous-mêmes disons chaque fois. Nous attendons vivement l'impact de toutes ces réformes-là sur le quotidien des Togolais. Didier Assogba? Lui, mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est le classement d'une business, c'est beaucoup plus du domaine des entreprises qui sont créées, du domaine des entreprises. Quand on parle du climat des affaires, voilà, du climat des affaires, les indicateurs parlent beaucoup plus du cycle de vie d'une entreprise.
C'est-à-dire une entreprise qui naît, qui grandit, qui évolue et peut-être qui meurt. Et donc, si nous n'avons pas un cadre assaini et que nous n'avons pas beaucoup d'entreprises qui s'installent chez nous ici, je pense véritablement que la croissance économique ne peut pas être redistribuée et impacter le panier de la ménagère. Je crois que c'est de cela que notre ami voulait en parler et les autorités elles-mêmes en ont pris conscience et je pense qu'ils doivent y travailler. Merci. Priorité à l'auditeur. Donc, nous recevons l'ami Kokou. Bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur Sass, bonjour le plateau. Oui. Ma première question va comme ceci. Est-ce que, au regard de la constitution que nous avons aujourd'hui, est-ce que, conformément à cette constitution, est-ce que c'est le Cour constitutionnelle qui doit convoquer le corps électoral et donner la date des élections, ou bien on doit passer, pour se conformer à la constitution qu'on a aujourd'hui, on doit passer à la recomposition de la Cour constitutionnelle d'abord. Secondo, concernant le secteur privé, un de vos confrères venait de le dire que les risques sortent du secteur privé. Je voudrais savoir, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas l'impression comme si l'État a abandonné tout ce qu'il doit faire dans la main des privés? Qu'est-ce que je voudrais dire? Si nous prenons dans le domaine de la santé, on va aussi sur le plan national, on a 5 scanners sur le plan national. Et 3 proviennent des privés, 2 proviennent de l'État. Mais les 2 de l'État aussi ne fonctionnent pas. Les 3 des privés fonctionnent. Pourquoi est-ce que l'État, lui, n'arrive plus à honorer ses engagements au vu de la population et laisse tout dans les mains des privés? Merci. Alors, l'ami Kokou a posé 2 questions. La première sur la Cour constitutionnelle. Est-ce que la Cour constitutionnelle présidée par Assouma est habilitée à sortir un communiqué comme elle a fait dernièrement? Alirou Tchakala? Non, actuellement, c'est cette Cour constitutionnelle que nous avons et elle ne doit pas attendre quoi que ce soit avant de prendre ses responsabilités. Donc, elle a pris ses responsabilités et au regard de la constitutionnalité, de la tenue de la date de cette présidentielle, elle a fait sa part. Donc, il appartient au gouvernement maintenant d'acter ça par un décret appelant le corps électoral. Donc, c'est cette Cour constitutionnelle qui est là et cette Cour constitutionnelle est en train de jouer le rôle qui est le sien. Maintenant, s'agissant du secteur privé, je crois que dans tout pays, que ce soit les pays en développement ou bien les pays déjà développés, le secteur privé a un rôle primordial à jouer. Donc, si le secteur privé se porte bien, cela a des répercussions heureuses sur l'ensemble du pays. Donc, je crois que c'est bien. Les gens attendent quand même qu'il y ait des répercussions sur le panier de la ménagère. Et je crois que ça se sent déjà. J'ai appris, je ne suis pas fonctionnaire, mais j'ai appris que déjà, les 25 de chaque mois, tous les fonctionnaires perçoivent déjà leur salaire. C'est déjà un acquis. Avant, il faut attendre les 5, les 10. Et j'ai eu à connaître un doyen, paix à son nom, qui n'est plus. Tout le temps, il doit passer par la BTD pour que les virements se fassent au compte-gouttes. Maintenant, ce n'est plus ça. On le fait de façon globale au niveau de tous les ministères. C'est déjà un acte fort que l'économie est en train de... Merci. Nous allons recevoir à présent l'ami Rodrigue au bout des ondes. Bonjour. Bonjour. Oui. Comment tu vas, mon frère Sass? C'est pas la très grande forme, mais ça vient quand même. Parfait. Je salue tout le plateau. Nous vous saluons aussi. Je dis vraiment courage à l'AFK. Ils sont tombés les armes à la main. Et je leur dis bravo. Merci. Bravo. Et secondo, je voudrais revenir au niveau de nos hommes politiques. Monsieur Sass. Oui. S'il vous plaît. Dites-leur. Peut-être on parle, ils n'aiment pas écouter. Mais vous-même parlez-leur directement, Rodrigue. D'accord. Messieurs les politiciens, ça suffit. C'est bon. Allez-y. Depuis 90, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Vous avez proposé quoi? Rien du tout. Nous voulons avoir de nouveaux visages. S'il vous plaît. Aujourd'hui, ils sont en train encore de courir. À cause de quoi? Des 110 millions. Parce que ça va encore se commenter à 100 millions la cagnotte. Mais non, mais quand même, le Togolais, il est là. Il cherche juste à survivre toute la journée. Il a dit fois à faire ce qu'il doit faire. Pour terminer, j'aimerais juste poser une question à nos amis journalistes là-bas. Oui. Qu'est-ce qu'ils pensent qu'en 2020, nos politiciens là, c'est réellement, ils peuvent nous faire quelque chose?
Merci, bonne émission. Merci. Les amis vous répondront si les politiques pourront faire quelque chose pour le Togo en 2020. Mais il y a Ali qui attend depuis quelque temps en ligne. Ali, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Ça va? Ah bon, ça va aller. Le dernier journaliste qui a parlé avant de donner l'antenne. Bon, allô? J'ai dit le dernier journaliste non, là. Posez votre question, il y a toujours... oui, je vais poser la question. Ma question est que... oui. Je ne dis pas de ne pas se gêner. Que c'est la même série qui va organiser ces élections. Il n'aura pas parce que de fait que la CEDEAO les a donné 8 sièges, ils ont refusé, ils ont boycotté la parole de la CEDEAO, donc ils sont venus prendre 2 sièges, ils ont participé au local, c'est la même CENI. Je vous dis bien, c'est la même CENI. Merci. Et c'est que il n'aura pas aucun dialogue, aucune discussion. Il ne veut pas laisser. Merci. Et vous confirme que pour un candidat, il serait élu au premier tour. Parce que ces populations sont derrière lui. Merci. Merci. Eh bien, pour Ali, il n'y aura pas de dialogue. Et c'est la CENI de Tchambakou Ayasso qui va organiser les élections. Et les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle présidée par Abdou Assouma. Et Fort gagne déjà au premier tour. Merci. Le suivant. Oui, Uriel, en attendant le prochain appel. Oui, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que tout le monde confirme la candidature de Faure Gnassingbé. Comme si Faure Gnassingbé venait à dire je ne suis pas candidat, les gens deviendraient moines. Non, bon, il faut le laisser, il va se prononcer. Le jour où il va se prononcer, nous tous, on prendra acte et on va commenter. Secondo, la personne qui parle de l'accompagnement des candidats, elle parle de 70 millions. Je n'ai pas le chiffre exact, si c'est 70 millions ou 100 millions. Il dit ça va s'augmenter. Ça va s'augmenter. Tout ça, mais je pense qu'il a pleinement raison, puisqu'il y a des candidats comédiens qui ne comptent que sur ça. Il dépose sa candidature, il fait des calculs, 70 millions, je prendrai 20 millions pour ma campagne, le reste, ils sont nombreux dans ça. Mais c'est vraiment, il faut étudier vraiment les candidatures, voir si les montants là, si on les allouait aux médias pour augmenter la cagnotte de l'aide de l'État, c'est pas mieux que de prendre ça pour donner aux candidats. Papa Sibiti, au bout des ondes, bonjour. Bonjour. Oui. Vous l'avez retardé. Bon, ce que je voudrais dire, ils ont dit à la banque, les fonctionnaires, nous touchons rapidement, c'est bien. Mais il faut que le panier de la ménagère, c'est dans les livres qu'ils écrivent que ça s'améliore. Nous voulons voir ça à la maison. Deuxièmement, politiquement, là, il ne faut pas que les gens se trompent. Le président Faure ne me connaît pas. Fabre ne me connaît pas. Mais c'est chose dans la tête des politiciens. C'est le président Faure qui va être candidat. Cessez de parler de ça. Et c'est le Fabre qui sera candidat. Il ne faut plus ramener ça au plateau. Qu'il dise oui ou non, qu'il s'annonce ou non, c'est lui. Vous avez quelqu'un qui peut, ce matin on disait que, c'est vous là, qui peut le battre. Pardon. Ne nous amusez pas, les journalistes. Vous êtes le 4e pouvoir. Merci. Nous ne faisons que vous informer au jour le jour. L'ami Patrick, bonjour. Bonjour. Oui. Je salue votre plateau. Oui, allez-y rapidement et parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Ok, je salue votre plateau. Oui. Et il paraît que certains médias ont parlé de la tuberculose au campus. Il faudrait que le gouvernement fasse tout possible pour s'occuper de ce problème. Non, c'est pas au campus. La semaine dernière, un jour là... Non, je parle de Tocoin. À Tocoin. Justement. Oui. Donc, il faudrait que le gouvernement fasse tout possible pour voir ces cas-là. Vous savez que la tuberculose est très contagieuse. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec les uns et les autres. Merci. Pour que la situation puisse être éradiquée. Merci. Merci beaucoup. Patrick Cézing. Donc, c'est la Nouvelle Tribune qui écrivait que le service des contagieux à Tocoin manquait de personnel pour encadrer les patients souffrant de tuberculose qui se mélangeraient avec d'autres personnes. Nous présageons que le ministère de la Santé et la direction de l'hôpital de Tocoin ont déjà pris toutes les dispositions adéquates en la matière. Sylvain Agbaï, bonjour. Oui, monsieur Sass, bonjour. Oui. Mes condoléances.
aux familles éplorées. Mossi Yamba et Aïvi et Kwevi. Ah oui. Et tous ceux qui sont morts, anonymes ou connus. Connus, voilà. Et bon, moi, je voudrais poser une question si les journalistes ont des informations. Allez-y. Pour le business, là. Oui. Le critère, est-ce qu'ils n'ont pas inséré quelque part qu'ils devaient consulter le peuple avant de décerner le prix à un pays? Parce que c'est pas possible qu'ils se retrouvent dans un hôtel et qu'ils se des champagne après ils disent bon, merci voilà, Sylvain Agbaï. Didier, est-ce que la Banque mondiale devrait consulter les citoyens avant de donner le classement d'une business pays par pays? Je crains que si la Banque mondiale allait procéder de cette façon-là, on n'aura jamais de classement. Pour le Togo, nous sommes, Dieu merci, nous sommes que un peu plus de 7 millions. Mais si on doit consulter les 1 milliard de Chinois pour classer la Chine, si on doit consulter les 150 millions de Nigérians pour classer le Nigeria, je pense qu'on ne s'en sortirait jamais. Mais il y a quand même des critères, à mon avis, objectifs, qui permettent quand même d'arriver à ces résultats-là. Et à chaque fois, ce n'est pas le pays même qui déclare. Il y a des personnes qui sont consultées. Il y a des notaires, il y a des avocats, il y a des huissiers, il y a des hommes d'affaires qui déclarent les impôts sur les différents indicateurs. Il y a une catégorie de personnes qui sont concernées et qui doivent donner les réponses à la Banque mondiale. Ce sont des critères propres à la Banque mondiale. Évidemment, c'est des critères. Merci beaucoup. L'ami Amadou au bout des ondes, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Merci beaucoup pour l'émission. Je vous en prie. J'ai voulu juste faire un coup de gueule à notre Monseigneur. Monseigneur Kouedjiro, s'il vous plaît. Ok, allez-y. C'est notre père à tous, mais il nous fait un peu honte là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il cherche dans la politique avec sa hauteur dans la religion? Si tous les dignitaires se mettaient... Donc il n'a qu'à créer un parti politique à son nom. C'est mieux comme ça là. Qu'est-ce qu'il cherche? Tout ce que le Togo, on cherche apaisement, lui toujours, il veut organiser les gens. Pourquoi il cherche à organiser l'opposition? Quel est son travail? Il est opposant ou bien il a un parti politique? Il n'a qu'à laisser les politiciens s'organiser eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont demandé son avis? Quand il y avait la conférence nationale, on l'avait appelé, il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, il n'a qu'à attendre que les gens l'appellent. Pourquoi il parcourt moins et vallées pour pouvoir organiser les gens candidature unique? Est-ce que tous les religieux doivent faire ça dans notre pays? Est-ce que ça ne prête pas vraiment à quelque chose de désordre? Merci l'ami Amadou. Nous allons prendre Kodjo en ligne. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Sass. Oui. Et tous les invités sur le plateau. Oui. Je voudrais intervenir à propos de la politique togolaise. Allez-y. J'aimerais dire que quand on annonce premièrement les élections présidentielles, il y a des gens qui se bousculent, on ne sait pas ce qu'il veut dire. C'est leur droit. Oui, mais finalement, ils n'ont que 1% des suffrages. Mais c'est eux qui se bousculent premièrement. Vous voyez que c'est pas bon pour le Togo. C'est tout, Kodjo? Oui. Merci beaucoup. C'est qu'Olivier a dit qu'on est 90% ou 0,1%, c'est le droit à tout citoyen de postuler aux magistratures. Non, absolument. Je crois que la loi donne l'occasion ou la possibilité à tous les Togolais d'être candidats. Moi-même, je peux l'être si j'ai les moyens de verser la caution, si j'ai les moyens de faire la campagne, si je compte sur le public ou la population, les électeurs, je peux toujours être candidat. À moins que je sois frappé par des critères qui me mettent hors jeu. Et je ne crois pas que le fait de dire qu'on ira avoir 1% ou 2%, et puis le score n'est pas connu d'avance. C'est-à-dire, il faut aller tenter sa chance. Aujourd'hui, je peux avoir 1%. À une autre élection, je peux avoir plus que ça. Ou même, je peux gagner. On a connu dans le monde. Donc, je crois que ce n'est pas une raison pour les Togolais de ne pas être candidats, non. Merci. Donc, nous sommes à la fin de cette émission. Tout en vous remerciant à vous de vous être déplacés au studio et à nos amis en ligne de co-animer avec nous. Comme toujours, c'est les questions politiques qui intéressent le plus. Mais comme l'imminence se fait de plus en plus pour les élections, dire que la Cour constitutionnelle a donné une date indicative,
il reviendra au gouvernement de se réunir en conseil des ministres pour acter tout ça à la part des décrets pour aussi bien la révision des listes électorales, le dépôt des candidatures. Tout ce qu'on peut souhaiter, Tchaniao, c'est que tout cela que tout cela se passe bien dans la transparence et surtout dans la paix. Oui, tout à fait. Je crois que le Togo, c'est notre patrimoine commun à nous tous. Et les politiciens comme les citoyens de ce pays savent tous que nous avons un rendez-vous avec notre constitution en 2020. Et chaque acteur, à haut niveau où il est en train de faire tout de son possible pour que tout se déroule dans la paix, dans la sérénité, dans la transparence, comme beaucoup le souhaitent. Je crois que ce n'est plus bon que les gens essayent d'appuyer sur les gâchettes pour notre pays parce que le Togo revient de très loin. Aujourd'hui, nous avons la stabilité. Nous devons comprendre que depuis décembre jusqu'à ce jour, le Togo est en train d'opérer tout ce qui va dans le sens d'une marche réelle en matière de démocratie et que comme tel, tous les citoyens doivent comprendre que c'est par les urnes et rien que par ces urnes que nous allons opérer. Notre démocratie doit se consolider. Merci. Avant vos cartons, vous savez que nous traversons une terrible période de grippe. Un peu partout, les gens sont grippés. Cela pose des problèmes de santé qui préoccupent jusqu'au niveau ouest africain. Uriel Enyang, votre journal Béga Info est revenu sur cette assise que l'Organisation ouest-africaine de la santé a tenue ici à Lomé. C'était du 28 au 30 octobre dernier avec les représentants des 16 pays de la CEDEAO. Il s'est agi donc de renforcer la coordination multisectorielle pour prévenir, détecter et répondre aux menaces pour la santé publique. Mais il faut d'abord que nous arrivions à bout de cette grippe-là qui fait beaucoup de ravages dans toutes les familles. Donc vous avez défini l'objectif rapidement de cette réunion. C'est à la fin de la réunion que nous on a été invités. Vous savez que la santé humaine est liée à la santé animale et environnementale. Donc pour venir à bout de toutes les difficultés liées à notre santé, il faut que tous les pays de la sous-région, de l'Afrique et voire même du monde s'associent pour définir les mêmes objectifs, les mêmes stratégies. Et lorsque survient une maladie, ça sera ainsi facile et aisé de riposter. Lorsqu'on n'est pas uni, la maladie, elle rencontre des ripostes au Togo, mais si il n'y a pas de stratégie au Bénin aussi, elle va faire ravage. Donc c'est pourquoi ils sont là. Vous avez la parole, vous la gardez pour votre carton de début de je pensais qu'on irait en ordre, donc comme j'ai la parole. Oui, allez-y, votre carton. Je n'ai pas un carton, mais je voudrais dire un sincère merci à tous ces hommes et femmes de bonne volonté qui sont intervenus dans notre vie depuis que nous avons perdu notre papa le 4 novembre 2003 et aujourd'hui nous sommes tous là, chacun s'en sort. Merci beaucoup. Donc ça fait 16 ans que vous êtes orphelin de votre papa. Oui. Olivier Adja, déjà qui vous console. Olivier, merci d'être le parrain de cet orphelin Uriel Enyang. À part ça, votre carton? Oui, mon carton vert va au salon de l'artisanat qui a fermé ses portes il y a quelques heures, hier. Et il faut féliciter d'abord les organisateurs parce que les artisans ont besoin d'une tribune pour vendre leur talent et c'est ce qui leur est offert. Donc il faut féliciter ceux qui organisent et dire que ce salon soit périn. Merci Alero Moru Chakala. Carton rouge sans à tous ceux-là qui créent la diversion dans les esprits des Togolais. À ceux-là qui cherchent à refroidir les ardeurs de certains. On sait que le premier trimestre tout au plus, on aura les élections. Maintenant, ceux qui sont en train de créer le flou, carton rouge à ces gens-là et qu'ils se ressaisissent. Merci. Gagner une présidentielle, c'est pas dans les propos de va-t-en-guerre, mais c'est par des actions sur le terrain. Donc, carton rouge à ces maîtres en diversion là. Merci. Didier Assogba. Carton vert à l'Ordre national des pharmaciens du Togo qui organise, je pense, demain une séance de collecte de sang pour le bonheur de la population togolaise. On sait, le Centre national de transfusion sanguine avait lancé il y a quelques jours
une alerte pour pénurie de sang. Et dans le cadre de leur journée, les pharmaciens organisent et donc une séance de collecte de sang demain. Nous invitons donc la population carton vert. Nous invitons la population à participer. Je passe. Merci. Eh bien, la semaine est lancée. Quoique grippés, mais nous nous accrochons au micro. Et ainsi, nous serons fidèles au rendez-vous demain mardi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.